Donc, voilà. Devant vous, c'est affiché donc le programme de ce webinaire. Nous allons passer une petite heure ensemble. Pendant 45 minutes, Farid, donc, qui est avec moi, va mener l'échange autour des 5 points que vous voyez, donc qui sont les cinq parties de notre webinaire. Et pendant un quart d'heure à la fin de l'événement, on pourra répondre à vos questions. En fait, ces questions, vous allez pouvoir les poser directement sur le chat qui est à votre droite. Je vois que vous êtes déjà beaucoup à nous dire bonjour, donc c'est sympa. C'est sympa. Bonjour à tous. Et puis voilà, moi je veux aussi profiter de ce chat pour, au fil du webinaire, éventuellement spécifier, expliciter certains termes qui ne seraient pas forcément connus de tous. Farid, je te laisse la parole. Alors, bon webinaire. Merci Marianne. Bonjour à nouveau. Donc effectivement, vous avez le chat à côté. Vous pouvez ajouter des commentaires, des questions. Alors on va essayer de les attraper à la volée en fonction des thèmes, si c'est en corrélation avec les sujets. Sinon, on va prendre le maximum de questions sur le dernier quart d'heure de questions-réponses. Donc moi, Farid El Baraka, je suis en charge de projet Industrie 4.0 chez SpeechMe. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui connaissent bien SpeechMe, mais quand même pour rappeler, on est éditeur de logiciels SaaS et notre solution elle est sur le marché depuis 2015. Alors ArcelorMittal, on va en parler, mais on travaille ensemble depuis 2016 avec un grand sujet qui est le partage du savoir et de savoir-faire des collaborateurs. Donc ça s'y prête parfaitement dans un milieu industriel parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de modes opératoires, il y a beaucoup de gestes techniques. Et l'enjeu de SpeechMe, c'est de faire en sorte qu'on va réussir à digitaliser les procédures et ces modes opératoires pour les mettre à disposition de manière intuitive, simple. Et là, on va voir aujourd'hui comment un grand client, une grande organisation comme ArcelorMittal le fait. Alors, première question, peut-être pour vous, Thierry, à titre d'introduction, peut-être présenter ArcelorMittal Atlantique-Lorraine et aussi le rôle du département énergie. Ouais, très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi-même Thierry Poirier, donc en charge du département énergie sur l'ensemble des sites qu'on appelle AMAL, donc Atlantique, ArcelorMittal, Atlantique et Lorraine. Bon, tout d'abord présenter, avant de passer à la société AMAL, je vais quand même présenter le groupe ArcelorMittal. À savoir que le groupe ArcelorMittal est le numéro mondial de l'exploitation sidérurgique et minière et globalement produit environ 90 millions de tonnes d'acier. Nous sommes implantés sur quasiment tous les continents et on est présent aujourd'hui globalement dans 60 pays et on emploie 200 000 salariés. Nous sommes le leader sur les principaux marchés. Nos clients, c'est les clients automobiles, la construction, l'électroménager et l'emballage. Ça, c'était pour le groupe au niveau mondial. Si on regarde au niveau de la France, ArcelorMittal France, on a 17 200 salariés et on est sur 40 sites de production avec un large réseau de distribution et de services. Et nous avons la chance en France d'avoir 4 centres de recherche et développement. Pour ce qui est ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, dont je fais partie, donc c'est un ensemble industriel qui est composé de 6 sites. On est composé d'une usine qu'on appelle une usine à bras, donc usine à chaud, qui produit l'acier. Et à la sortie de cette usine, on alimente 5 sites qu'on appelle du finishing et qui permet de faire les produits finis, les produits revêtus pour nos clients. Donc, on est un ensemble complet avec 6 sites. Notre localisation est plutôt sur le nord de la France, sur l'est de la France et aussi dans l'ouest, à côté de Nantes, sur Basse-Rhin et au nord de Paris. Donc, ce que l'on peut dire en termes de résumé, on est plutôt ceux qui connaissent. En ce qui concerne mon département, donc moi je suis responsable du département énergie sur l'ensemble de ArcelorMittal Atlantique et Lorraine et on a plusieurs missions. Une première mission, c'est d'avoir en charge ce qu'on appelle la sûreté industrielle ou les risques technologiques, puisqu'on est en particulier sur le site de Dunkerque, sur un site qui est classé Céveso seuil haut, puisqu'on a des risques, je dirais, industriels au niveau de nos productions d'acier. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est qu'on distribue les énergies, je dirais, en quantité et qualité optimisée, à un coût optimisé.
Les énergies qu'on distribue, c'est typiquement nos gaz sidérurgiques qu'on appelle, que nous produisons à travers nos process et que nous réinjectons sur nos installations, en particulier pour chauffer peut-être des outils dans des fours pour chauffer nos bras, comme on dit, pour faire, l'acier. On est pratiquement, ce qu'on peut retenir avec notre énergie qu'on produit, on est pratiquement autarcique. Et donc ça, c'est aussi un message important. On consomme de l'énergie, on produit de l'énergie et on réutilise cette énergie. Les autres énergies, si on a besoin de gaz naturel sur certaines installations, on a besoin de gaz industriel comme l'oxygène, l'argon, l'azote, le gaz naturel. On s'occupe de l'eau, on s'occupe de la vapeur et on fait la distribution électrique. Ça, c'est une deuxième mission. La troisième mission, c'est qu'on est aussi, on développe un certain nombre de projets et en particulier dans le cadre de la transition énergétique et de la réduction de nos consommations énergétiques. Et à ce titre-là, nous sommes certifiés ISO 50001 depuis 3 ans. Un ordre de grandeur à retenir pour la partie énergie, la valeur, je dirais, le coût des énergies sur notre entité ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, c'est de l'ordre de 300 millions d'euros. Ok, d'accord. Bon, c'est assez clair. Et alors, en ce qui concerne le sujet autour de SpeechMe et des tutos vidéo que vous avez commencé à utiliser en 2016, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la genèse du projet, comment c'est arrivé et comment le format, les contenus SpeechMe répondent à vos enjeux? D'accord. Donc, tout d'abord, le groupe ArcelorMittal en Europe, voire mondial, mais on peut dire en Europe, est engagé depuis plusieurs années dans la démarche qu'on appelle digitalisation 4.0. Oui. Et donc, à la volonté de s'ouvrir aux nouvelles technologies. Donc, on a déjà des réalisations dans un certain nombre de domaines utilisant, je dirais, les technologies nouvelles ou les technologies d'aujourd'hui au niveau de l'aspect numérique. Bon, nous, on fait partie des sites européens où on veut absolument progresser dans ce domaine, comme peuvent le faire nos concurrents, nos partenaires industriels sur le marché. Si je parle de la genèse, en fait, tout est venu partenaire qui, pour le citer, est Air Liquide, qui est notre fournisseur de gaz industriel. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais je parle sur Dunkerque, en termes d'oxygène, argon, azote. On s'est aperçu lors d'un des tutoriels vidéo avec SpeechMe et cela nous a donné envie de tenter l'expérience de cette aventure avec des tutos vidéo. Bon, l'idée que j'en avais à l'époque, c'est que on possède beaucoup de documents écrits pour ce qui concerne les modes opérateurs, soit dans le domaine de la sécurité, soit le domaine du risque industriel, soit dans le domaine d'optimisation ou de fonctionnement de nos outils industriels. Et donc, ces modes-là sont très importants. Et l'idée, c'est que depuis quelques années, on recrute un certain nombre de personnes et donc, ces personnes sont plutôt, on va dire, plutôt jeunes globalement et qui sont habitués, je dirais, aujourd'hui à tout ce qui est la digitalisation, les vidéos, de type YouTube, par exemple, pour citer, et on a voulu lancer, je dirais, cette expérience avec les gens de chez moi et puis avec SpeechMe, et c'est là qu'a débuté la coopération avec la société SpeechMe. D'accord, ok. Et aujourd'hui, par rapport aux notices papier que vous devez toujours avoir en nombre, j'imagine, c'est quoi la valeur ajoutée vraiment de la vidéo, du tuto vidéo pour vous aujourd'hui dans les pratiques? Alors, effectivement, quand on a une démarche qu'il faut former de façon continue les personnes, on a l'habitude de donner, de lire ou de partager au travers de documents écrits. Bon, je dirais l'idée de la vidéo, parfois on est plus à même avec l'œil de voir les vidéos plutôt que de lire les textes. Et donc l'idée, c'est probablement d'avoir moins de risques d'erreur en reproduisant des gestes qu'on doit faire pour le travail globalement, plutôt que de lire sur un document papier. On pourrait dire que la vidéo pourrait rassurer. On vit dans ce monde-là, je dirais, aujourd'hui. Bon, un intérêt aussi que j'y voyais, ou qu'on y voyait au niveau de mon département, c'est que la vidéo a l'intérêt d'harmoniser les pratiques. Et il y a, moi je dirais, moins de variabilité d'interprétation que quand on lit un texte, parce que la langue française, je dirais, est assez riche, et en fonction de la façon
dont on lit le texte, eh ben, on peut interpréter différemment. Je pense de limiter cette interprétation différente et donc d'être sûr qu'on va réaliser le job comme cela nous est préconisé par, je dirais, nos collaborateurs qui ont de l'expérience. Bon, il y a aussi un côté ludique auprès, je dirais, du personnel qui peut être habitué et on peut sentir que mon personnel qui est en exploitation, qui est là 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, parce que nos usines tournent tout le temps, globalement, on a senti qu'ils étaient aptes à faire des premières vidéos et ils étaient motivés pour cela. D'accord. Bon, effectivement, je suis d'accord. Je reviens sur le fait que l'interprétation peut avoir des procédures papier. C'est un des gros challenges qu'on a sur tous nos clients industriels. Ça va être dans la sidérurgie comme vous, ou l'énergie, ou dans l'industrie pharmaceutique. Et effectivement, la vidéo, ça permet de concrétiser un certain nombre de gestes techniques. Comment vous, lorsque vous avez lancé le projet, vous avez peut-être communiqué, ou du moins, quelle a été la réaction des collaborateurs à cette innovation? Bon, c'est assez simple, je vais dire de façon simple, ça a été plutôt positif. Alors, pourquoi ça a été plutôt positif? Une des explications, c'est, je pense, l'état d'esprit que j'ai dans mon département avec mon personnel. On est très ouvert à se lancer dans de nouvelles aventures. On est souvent un peu précurseur de tester des choses, d'idées. Je donne cette possibilité-là. Moi, je viens aussi de l'informatique, des automatismes, donc j'ai aussi un peu cet état d'esprit. Et donc, on tente des choses, et puis comme je dirais, si la mayonnaise prend, si les gens sont intéressés, on sent qu'il y a une valeur derrière, et on se lance à essayer de déployer quelque chose qu'on peut faire de façon industrielle, et puis le promouvoir au travers de d'autres secteurs dans nos usines. Bon, j'ai aussi une population, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez rajeunie depuis plusieurs années, et donc dès qu'on a évoqué cela, très rapidement, on a eu quelques premiers tutos qui sont vite arrivés, et les gens n'ont pas eu peur, je dirais, de se mettre en avant, d'être devant la caméra, d'être, je dirais, humainement sympathique, avoir envie de présenter, montrer les choses qu'ils font avec grand plaisir, parce que c'est une marque, je dirais, pour eux de reconnaissance, une marque de communication et de promouvoir le travail qu'ils font avec plaisir tous les jours. Voilà. D'accord, ok. Ça, c'est clair. Si on rentre un peu plus dans le détail du projet, peut-être avec vous, Simon. Alors, sur la plateforme SpeechMe, il y a 3 rôles associés. Il y a un rôle administrateur, donc c'est la personne finalement qui porte le projet, on va dire les règles du jeu. Il y a le créateur du contenu, qu'on va appeler le speechmaker dans le jargon SpeechMe. On va dire l'expert qui partage son savoir, son savoir-faire. Et puis, il y a le lecteur, c'est la personne tout simplement qui va consommer du contenu. Alors, vous, Simon, peut-être, vous êtes administrateur de la plateforme. Est-ce que vous pouvez expliquer pour que les gens puissent se rendre compte, c'est une question qu'on a aussi souvent, qu'est-ce que ça implique en termes de responsabilité? Est-ce que vous avez mis en place il y a eu un accompagnement spécifique, un mode d'emploi? Combien de temps ça vous prend? Voilà, ce type d'éléments. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Comme l'a dit Marianne tout à l'heure, je suis en charge du développement des outils numériques dans le département énergie. Donc oui, je suis administrateur de la plateforme. Qu'est-ce que cela concerne? En fait, je gère tout ce qui est accès à la plateforme, donc les nouveaux utilisateurs à ajouter sur notre plateforme. J'ai aussi un statut de modérateur, donc sur les commentaires qui sont publiés sur nos speeches vidéo. Je fais aussi de la communication sur les nouveaux speeches qui sont publiés tous les mois. Donc, on s'est fixé un but de 2 speeches par mois. Ouais. Et je me lance aussi pour recueillir de nouvelles idées de speech régulièrement. Au niveau de la formation, je fais 7 donc pédagogique de 2 heures en collaboration avec SpeechMe sur la partie technique. Et moi, dans cet atelier, je présentais tout ce qui est accès à la plateforme, personnalisation et utilisation de la plateforme dans le département. Donc, au final, à la fin de ces 7 ateliers, nous avons formé 72 utilisateurs à la plateforme sur 92 personnes dans le service. Nous avons aussi mis en ligne un speech conseil dans lequel nous répertorions un peu tous les conseils qu'on donne aux personnes pour réaliser les nouveaux speeches, donc sur la durée, les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir réaliser de nouveaux speeches. Oui, d'accord, ça c'est une bonne stratégie pour que les néophytes puissent prendre en main la plateforme et savoir comment créer leur premier speech, finalement. Oui. Ok.
Après, au niveau des sujets, alors comment vous allez choisir les sujets? Est-ce que ça se fait de manière un peu classique, comme dans certaines organisations descendantes, c'est vous qui choisissez les sujets et les personnes produisent? Est-ce que c'est les collaborateurs qui choisissent eux-mêmes les sujets à partager? Comment ça se décide tout ça? Alors de notre côté, on a pris la décision de laisser le libre choix. Donc c'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a recueilli différentes idées donc pendant les ateliers de formation. Et quand je relance également, on reçoit de nouvelles idées de speech. Donc vraiment, tout le monde peut proposer. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas de procédure pour proposer un speech. On a parlé de la suggestion hiérarchique, mais ça s'arrête à la suggestion. Vraiment, tout le monde peut proposer et c'est vraiment ce qu'on demande dans le service. D'accord, ok. Bon, donc très, très libre et vous, en tant qu'administrateur, un petit peu, après, vous gérez la diffusion. J'attrape une question un peu au vol. Simon, ce rôle d'administrateur, je reviens un peu en avant, mais est-ce que c'est un rôle que vous exercez à temps plein? Non, c'est pas un rôle que j'exerce à temps plein. Par contre, je suis tous les jours sur la plateforme pour être toujours au courant des nouveautés qui se passent sur la plateforme. D'accord, ok. Après, pour revenir sur les contenus, est-ce que vous voyez, donc on voit que les collaborateurs peuvent proposer eux-mêmes, est-ce qu'il y a des contenus qui ne peuvent pas être digitalisés ou transformés au format speech finalement? Alors justement, l'intérêt de notre plateforme, c'est vraiment que tout peut être digitalisé. C'est pour ça que c'est une plateforme interne au département énergie pour le moment. On n'a pas bridé sur les documents non digitalisables. Par contre, au niveau des normes, le papier reste la norme. Le speech est juste complémentaire à ce document papier. D'accord, ok. Et après, si on veut aller un peu plus loin aujourd'hui dans les fonctionnalités de la plateforme, quel type de fonctionnalités vous utilisez, lesquelles ont le plus de succès? Ouais. Donc, on a vraiment deux fonctionnalités qui ont vraiment beaucoup de succès sur notre plateforme. On a le principe de voice-over, donc de voix off. C'est très intéressant, c'est pour des endroits bruyants en fait. Comme on tourne beaucoup de speech dans des endroits qui peuvent être bruyants, le fait de pouvoir réenregistrer sa voix au-dessus d'une vidéo, c'est vraiment intéressant pour les opérateurs. Et on pourra le voir tout à l'heure dans le speech que nous allons présenter. Sur l'introduction, on voit bien qu'il y a du bruit derrière la personne et que sur les autres parties de la vidéo, avec la voix off, justement, c'est très calme autour. Et il y a aussi le principe du screencast, donc de la capture d'écran, qui est vraiment très utilisé dans le service parce que ça ne demande aucun matériel spécifique. On a juste besoin de son ordinateur et de capturer son écran pour faire une vidéo. Voilà. D'accord. Donc, alors effectivement, là, avec Marianne, on va aller voir, on va pouvoir partager notre écran là et on va vous montrer à tous un speech ArcelorMittal pour mettre en avant ce qu'a expliqué Simon. Bonjour et bienvenue pour mon premier speech. Moi, c'est Guillaume et je suis là pour vous parler aujourd'hui de l'ascenseur du gazomètre à Syrie. Il est impératif de faire l'essai de cet ascenseur avant de descendre sur le plateau. Donc là, on a une introduction, hein, c'est classique d'un speech qui explique un peu la procédure. L'ascenseur interne du gazomètre à Syrie possède deux modes de fonctionnement. En marche normale, il utilise l'électricité pour fonctionner. Et voilà, effectivement, là, on voit cette voix off. Donc, il y a également un mode secours une scène qui a été prise et la voix qui a été ajoutée. Avant de monter au gazomètre, il faut vérifier que la pression d'azote est suffisante pour le mode de secours. Marianne. Ouais. Soulevez le capot pour visualiser l'état de l'embrayage, puis retirez le loquet de verrouillage. Utilisez la manette de montée ou descente. Et là, ce qu'on voit, c'est des annotations avec de type zoom. Une fois en sur face, pièce, enclenchez l'embrayage et verrouillez la manette du loquet, voix off par-dessus. Puis refermez le capot. Vérifiez que les freins soient desserrés. Okay. Si ce n'est pas le cas, pompez encore quelques fois. Donc là, typiquement, c'est une action qui est très difficile à comprendre à l'écrit et qui est beaucoup plus explicite avec la vidéo. Dans son logement. Ouais, surtout qu'on voit que c'est des sections courtes. Hein. Effectivement, on l'a peut-être pas dit assez au début. Les formats qui sont créés avec Speech sont des formats courts. Hein. Donc c'est vrai que présenter une petite mise en scène sur des séquences de 10-15 secondes, sans doute plus simple que de l'expliquer au format papier. Ouais. Fermez la vanne d'azote et purgez le circuit en actionnant le levier de commande de l'ascenseur. Contrôlez que la pression tombe bien à 0. Remettre l'ascenseur sous tension et remonter la cabine en électrique.
Un des points que nous faisons attention, c'est que les tutos ne soient pas trop longs en termes de vidéo. Ils doivent vraiment expliquer les données et ce dont on doit se focaliser quand on fait les opérations. Oui, d'accord. Okay. Donc, on est vraiment dans du contenu court. OK. Avant de descendre sur le plateau, vérifiez la bonne position du levier de passage en grande vitesse. OK. Donc, effectivement, on voit contenu, voilà, sur cet exemple de speech, on voit contenu court avec différents types de médias, de la vidéo, des annotations qui sont ajoutées. Alors, j'attrape une question. Quelle est la durée type d'un tuto, peut-être, chez ArcelorMittal? On peut donner une durée type, Simon? Le maximum qu'on autorise, entre guillemets, 10 minutes. Parce qu'après 10 minutes, vraiment, ça devient trop long et on n'a pas forcément 10 minutes pour regarder le speech. En général, je dirais que 5 bonnes minutes suffisent pour un speech. On fait attention effectivement à la durée pour éviter que ça soit trop long, hein, sachant que dans l'idée derrière, c'est qu'on pourrait à l'avenir, avec des lunettes connectées, pour la personne qui serait devant l'installation, puisse voir en live aussi la vidéo qui lui revient, de façon à ce qu'elle n'oublie pas, je dirais, dans le mode opératoire des actions. D'accord, ok. Et j'en attrape deux ou trois au vol qui sont vraiment sur le speech. Est-ce que les vidéos, les speeches sont validés systématiquement avant publication? Oui, alors on a mis en place un chemin de validation pour le moment. Donc les personnes doivent publier en mode restreint, puis c'est validé ensuite par la hiérarchie. Mais il y a aussi un principe de workflow qui est mis en place sur la plateforme, qui va bien en place sur la nôtre, valider automatiquement en citant des noms de valideurs en fait. D'accord, ok. Et est-ce que ces tutos, vous les rendez accessibles sur alors smartphone perso ou smartphone d'entreprise ou tablette par exemple? Dès que l'application est téléchargée sur smartphone ou tablette, en fait, on peut accéder aux tutos. On peut même les prendre en offline pour pouvoir. Je voyais aussi une question tout à l'heure, ouais. Pour pouvoir les visiter s'il n'y a pas de 4G ou de Wi-Fi. D'accord, ok. Donc il y a le tuto qui est disponible sur l'application mobile et on active la fonctionnalité offline et ça peut être vu sur des sites industriels, usines où il n'y a pas d'internet. Voilà. D'accord, ok. Bon, je continue. Il y a beaucoup de questions. Je continue parce que c'est un peu en lien avec tout ce qu'on est en train de dire. Peut-être, là, on a vu des personnes qui intervenaient dans le speech, dans la vidéo. Et aujourd'hui, alors, au niveau du profil des créateurs, qui sont les personnes qui créent les speeches? Alors, comme notre plateforme est un but vraiment de communiquer au sein du service, on a pris la décision de rendre tout le monde créateur de speech. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait deux profils qui ressortaient en fait. On a un profil un peu geek, donc une personne qui est vraiment fan d'informatique, de bureautique et qui a déjà fait du montage sur d'autres outils, mais avec des outils un peu plus laborieux. Donc ces personnes-là font vraiment des speeches un peu plus poussés, donc comme celui qu'on vient de visionner. Et on a aussi un profil de personne, si je peux dire lambda, qui fait des speeches un peu plus simples, mais tout aussi efficaces. Donc on a remarqué que les deux personnes, les deux types de profils étaient aussi à l'aise sur la plateforme. Ok. Donc ça représente, en fonction du profil, même quelqu'un qui est un peu plus expérimenté sur des éléments techniques, ça ne représente pas forcément un avantage ou une difficulté pour une personne qui est moins geek, on va dire. Oui, voilà. C'est vraiment qui va faire quelque chose d'un peu plus poussé qu'une autre personne. D'accord. C'est vrai que le retour que je peux faire aussi à l'audience par rapport aux autres projets Industrie 4.0 qu'on peut avoir, c'est important de bien sélectionner ces premiers créateurs. Alors qu'ils aient une appétence pour le digital ou qu'ils soient assez familiers avec ce type d'outils ou tout simplement qu'ils aient une volonté de faire des projets innovants au sein de l'entreprise. On va dire que c'est ça les éléments déclencheurs. On sélectionne sa première population et on s'assure que ces personnes deviennent des ambassadeurs et vont porter le projet après en interne. Peut-être pour aller sur des sujets de challenge, j'ai pas envie de dire de difficulté, mais de challenge au sein de votre projet SpeechMe auprès des créateurs. Quel type de challenge on rencontre et comment vous avez fait pour y répondre? Alors, on rencontre deux types de challenges, donc surtout sur le temps de montage, mais aussi sur le fait que c'est un changement dans les pratiques qui étaient abordées auparavant. Donc, au niveau de notre population postée, on s'est rendu compte que le poste de nuit était souvent utilisé pour faire le montage
grâce à un environnement qui est plus calme que dans la journée. Parce que lors de leur poste du matin ou de l'après-midi, en fait, ils doivent gérer les entreprises extérieures et collaborer aussi avec le personnel de jour. Et pour le personnel de jour, on note en moyenne 2 heures pour créer un speech, donc 1 heure pour les prises, parce qu'on suggère de souvent doubler les prises pour avoir une bibliothèque de prises plus grosse, et aussi 1 heure pour le montage, que la personne découpe en plusieurs séquences ou non. D'accord. Et on a aussi un problème entre guillemets, qui peut être de prise de parole. Et donc, justement, pour ce problème, on avait une personne qui a créé un speech, qui avait fait un prompteur, en gros, avec tous les thèmes à aborder sur son speech. D'accord, ok. Et puis après, par rapport à la vidéo, il y a des barrières, il y a des obstacles, des gens qui ne veulent pas apparaître à la vidéo, peut-être. Non, mais pour surmonter justement cette barrière de la vidéo, on peut proposer différents outils de la plateforme comme le screencast, donc justement filmer son écran, faire une vidéo sans visage. On peut justement montrer un point de contrôle sans se montrer. Et on peut aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, poster une photo avec une voix off au-dessus. D'accord, ok. Un peu toujours sur le thème, j'attrape en même temps quelques questions. Alors, où sont stockées les vidéos? Alors, de David, je réponds en live. Donc, c'est une plateforme, ça, c'est un software de service. Donc, toute la logique de SpeechMe est en ligne. Et on a un hébergement qui est proposé en France, dédié voilà, selon le choix de nos clients. Après, on a un hébergement classique aussi aux États-Unis pour des clients internationaux qui le souhaitent. Voilà, on a plusieurs modalités. En tout cas, les modalités d'hébergement, de stockage des données et de l'information de nos clients se font à travers nos choix techniques et éventuellement sur demande client. Alors, Vincent nous demande qui est le caméraman. J'aime bien le terme. Qui fait je vois quelqu'un avec sa grosse caméra. Qui prend la vidéo finalement, qui assiste. Là, on a vu effectivement des personnes sur le terrain en train de faire un geste technique qui filment. Ça peut être toute personne du service en fait. Généralement, les personnes y vont par deux. Donc, soit 2 personnes d'une même équipe ou 2 personnes de jour. C'est vraiment tout le monde s'arrange pour pouvoir échanger la caméra si nécessaire. D'accord. Après, je vais aussi sur le temps qu'il faut pour le montage, en fait, pour l'édition d'un speech d'à peu près 5 minutes. Là, c'est ce qui est demandé par Karine. Donc, comme je le disais, généralement, pour un speech, c'est 2 heures, donc 1 heure de prise et 1 heure de montage. D'accord, ok. Ok, donc 1 heure plus 1 heure. Ouais, c'est assez typique. Hein. C'est ce qu'on annonce aussi de manière théorique. La création d'un speech de qualité, ça prend 2 heures. Après, il y a une question qui revient souvent de Louise. Et oui, ça va nous faire enchaîner sur la question suivante. Merci, Louise. Sur la création de speech. Alors, est-ce que ça se fait aussi sur la base du volontariat? Est-ce que c'est pris sur le temps de travail des collaborateurs? Est-ce que c'est le chef d'équipe, le manager qui demande à un collaborateur d'aller créer un speech? Voilà, un peu comment ça se fait par rapport à ça. Non, c'est vraiment à l'initiative de la personne donc, qui vient nous voir pour récupérer le matériel ou créer un speech directement de son côté. D'accord, ok. Et alors, si on avance autour de la communauté, parce que il y a un aspect communautaire qui est fort sur SpeechMe, comment vous fédérez finalement cette communauté de créateurs, peut-être de consommateurs de speech? Comment vous allez pousser à la création de contenu? Est-ce que vous avez des actions de communication en place pour développer un peu le réflexe de création de speech? Donc au niveau de la communication, comme je disais tout à l'heure, je communique à chaque fois qu'il y a un nouveau speech publié sur la plateforme pour vraiment faire voir à tout le monde qu'on est dynamique là-dessus et pouvoir aussi inciter les gens à en créer en voyant le speech qui a été publié. Pour pousser à la création de contenu, au début, au lancement de la plateforme, on a en interne un challenge progrès qui récompense en fait les travaux en groupe. Donc au début de lancement de notre plateforme, un speech équivalait à un groupe de travail validé. D'accord. Et actuellement, on est en train de rechercher d'autres possibilités pour continuer à dynamiser la création. Et justement, on a un challenge sécurité qui se déroule au mois de juin. Et on est en train d'étudier pour challenger justement toutes les personnes du service
pour créer des speeches en rapport avec la sécurité, très courts, sur une action bien précise, pour pouvoir dynamiser la plateforme tout au long de l'année avec ces speeches. Avec la volonté, le 28 avril, il y a la journée Safety Day pour l'ensemble du groupe ArcelorMittal Monde. Ok. Une journée spécifique à la sécurité. Et donc, on a l'ambition, on verra si on peut le tenir, il y a des vidéos qui peuvent être promues dans cette journée, qui sont passées à l'ensemble des salariés, donc 200 000 personnes à ArcelorMittal. Et on va essayer de faire quelques vidéos qu'on va proposer à l'équipe ArcelorMittal Monde sur la sécurité pour peut-être les passer dans cette journée devant l'ensemble du personnel. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire de promouvoir au niveau de notre société ce type d'expérience, ce type de réalisation très orientée sur un domaine spécifique sécurité. Il faut savoir que la sécurité au niveau d'ArcelorMittal est vraiment un incontournable et malheureusement, nous déplorons encore trop d'accidents à potentiel grave, voire mineurs. Et donc, c'est au travers de cela qu'il faut absolument insuffler une dynamique et viser le zéro accident pour l'ensemble du personnel ArcelorMittal. D'accord. Okay. Bon, et bien sûr, ses partenaires. D'accord. C'est vrai que sur les 5-6 cas d'usage majeurs qu'on a chez SpeechMe, la sécurité, ça en fait partie. Voilà, dès la genèse du projet SpeechMe, on a eu des speeches sécurité chez bon nombre de nos clients industriels et ça fait partie des grands sujets, forcément. Pour la suite, peut-être sur la partie, et il y a eu, j'ai vu au passage quelques questions sur ça, sur la partie multisite, uniformisation multisite, comment vous gérez un peu la communication, les processus entre les équipes sur les différents sites. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez plusieurs sites chez ArcelorMittal Atlantique-Lorraine. Voilà, comment cette question-là est abordée? Alors, il y a deux niveaux. Il y a, je dirais, si je veux faire simple, il y a effectivement comment on peut dupliquer dans différents sites des pratiques sur lesquelles on aurait des installations similaires, des installations où on ferait la même chose. Donc, ça a un intérêt fort, je dirais, de partager ces vidéos et d'emmener aussi des collègues qui sont dans d'autres usines et qui font le même job. Dans le cadre d'ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, on a un certain nombre de lignes de galvanisation où on pose du zinc sur la tôle d'acier et il peut y avoir un certain nombre de pratiques identiques de régler nos process ou même de côté sécurité. En ce qui concerne des équipes propres, quand on a des équipes qu'on appelle des équipes postées de feu continu, on tourne avec 5 équipes puisqu'on assure d'être là tout le temps. On veut absolument que chaque équipe fasse de la même façon. En particulier dans mon département, on a des risques industriels importants et donc un des adages, si on peut dire, ou une règle, c'est que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et donc, pour éviter ce genre d'erreur, il faut éviter la variabilité. Et donc, le fait qu'une équipe qui soit affectée sur telle ou telle installation, parce qu'on est engagé dans les démarches TPM, topo maintenance, elle a en charge de mettre en œuvre que cet outil soit toujours en bon état, qu'elle fonctionne correctement avec des procédures. Et le fait que cette équipe-là fasse un tuto spécifique sur cette installation, elle a le mérite de montrer aux 4 autres équipes de faire la même chose. Donc voilà, on est répartis de cette façon-là en termes de répartition d'un grand nombre d'installations. Vraiment l'enjeu, c'est que chaque équipe maintienne et exploite de la même façon et ça permet aussi de préconiser un certain nombre d'aspects techniques ou de modes opératoires sur lesquels on veut que cette variabilité soit la minimale possible. Le fait de faire le tuto vidéo, parce que quand on parle de diminution de variabilité, on pourrait se poser la question de la créativité. D'accord ? Alors, il y a deux choses. Standardiser, c'est très bien, mais au travers des tutos, ça permet aux gens de se poser des questions sur le standard que l'on utilise et est-ce qu'on peut le faire évoluer. Et donc, ça donne un domaine un peu de créativité. Et de ce fait-là, comme l'a dit Simon tout à l'heure, la validation est importante. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, un tuto n'est pas mis en ligne pour l'ensemble des équipes. C'est validé au niveau de
de mon comité de pilotage pour ce qui me concerne et validé par moi-même en faisant attention que l'évolution, la modification que on fait au travers du tuto pour l'installation, en termes de mode opératoire, cette modification n'amène pas plus de risques que ce que l'on pouvait avoir auparavant. Donc ça, c'est important, il y a la notion de risque. Donc, notion de standardisation, important, notion de créativité, mais créativité avec validation. Ok. Peut-être dernière question avant de reprendre. Il y a eu beaucoup de questions. On va essayer d'en reprendre un maximum là sur la droite. On n'a pas pu tous les attraper au vol forcément. Mais j'ai vu qu'il y avait des questions autour un peu du bénéfice, la mesure du bénéfice de SpeechMe et du tuto vidéo chez ArcelorMittal. Est-ce que vous avez aujourd'hui mis des choses en place? Est-ce que vous avez identifié un retour sur investissement quantitatif, qualitatif? Voilà. Quel retour vous faites finalement à votre direction sur est-ce que SpeechMe, quels sont les apports et pourquoi on continue l'aventure? Ok, Farid. Bon, question pas facile. Question difficile. Hein. C'est finalement ça. Ce que je veux dire, c'est que tout de suite, quand on parle de retour sur investissement, quand tu es dans le monde industriel, c'est tout de suite combien ça coûte, combien ça rapporte. Bon, je dirais dans ce domaine-là, c'est quand même difficile à quantifier. Mais moi, je suis complètement convaincu, et aussi notre digital officer, pour gérer le périmètre Amal, il y a un retour sur investissement. Ça, c'est clair. Quand on fait visionner ces tutos par un grand nombre de personnes, globalement, on doit éviter, ça doit permettre d'éviter des accidents, à la fois humains et à la fois matériels. Donc, tout simplement en limitant les erreurs. Globalement, l'être humain est ce qu'il est, il peut faire des erreurs, mais par ce biais-là, on doit pouvoir limiter ce type d'erreur. Un autre point, c'est effectivement probablement d'améliorer notre fiabilité de nos installations. Si on les fait fonctionner de façon standard, de façon répétée, de façon maintenance, en intervenant, je dirais, de façon régulière, de la surveillance. On doit derrière, bien évidemment, améliorer probablement la qualité de nos produits que l'on sort. Et puis surtout, c'est qu'on standardise des bonnes pratiques. Alors tout ça, je dirais, même si c'est difficile à quantifier numériquement, là c'est plutôt qualitatif. Bon, c'est peut-être encore un peu tôt, mais globalement, ça doit contribuer aussi dans le domaine énergie, nos consommations énergétiques produits ont besoin de refaire le produit, donc on consomme nettement moins. Donc voilà, ça va contribuer, je dirais, à un retour sur investissement, je dirais, économique à un moment ou à un autre, mais c'est quand même difficile à dire, voilà, je mets tant d'argent pour faire des tutos, et bien finalement, je vais avoir un retour peut-être sur 1 an, sur 2 ans, sur 2 mois, sur 1 semaine. Je pense que c'est difficile à le dire, mais honnêtement, moi j'en suis convaincu et on le voit en termes de variabilité. Après, nous, ce que je peux dire pour conclure, c'est vrai que les retours sur investissement assez classiques qu'on mesure et qu'on voit chez nos grands clients, c'est la réduction des coûts de non-qualité, c'est un peu ce que vous avez pu commencer à aborder. Et puis tout simplement, la réduction des coûts de déplacement, passer par le tuto vidéo, ça sert aussi à ça. On voit qu'il y a beaucoup de nos clients qui utilisent toujours le présentiel et de faire ça et de consommer du tuto opérationnel dans une situation de travail, ça permet d'éviter d'aller sur des temps dédiés au siège ou autre, de se déplacer. Donc forcément, on va réduire ses coûts à la fin. Et c'est d'autant plus simple maintenant que notre personnel, je dirais, est équipé, peut-être équipé de smartphones ou de tablettes, bien évidemment, en faisant attention de ne pas se mettre en insécurité quand on lit ces outils numériques. Mais je dirais, avec ce que tu as dit, Simon, tout à l'heure, sur avoir offline les choses, si une personne a un doute quand il fait son mode opératoire de contrôle, parce que il revient après 4 jours, je dirais, de repos, il se passe en live la vidéo, il se dit effectivement, là j'ai un doute, et je la passe, je regarde comment je dois faire et je peux continuer. C'est-à-dire que dans notre item où on n'a pas le droit à l'erreur, le moindre doute, on s'arrête, on réfléchit, on se fait aider et ensuite on poursuit. Mais on ne se lance pas dans l'aventure sans avoir trop bien réfléchi. Donc ça, c'est important d'avoir cette vidéo à disposition, je dirais, offline, quand on est sur le terrain. Et puis, c'est peut-être plus facile aussi d'avoir tout un classeur de papier, on va dire, avec soi,
le téléphone, ça prend pas énormément de place. Ouais, bien sûr. Alors, je vais prendre des questions maintenant. Il y en a eu pas mal. Je pense qu'on n'arrivera pas à tous les traiter. Il y a une remarque là qui était assez pertinente de faire un CR avec l'ensemble des réponses aux questions. Donc, effectivement, on va essayer de regrouper les thèmes et d'apporter un maximum de réponses. Oui, je suis là, hein, effectivement, je regarde un petit peu Ouais, Marianne, toutes les ouais, questions, ouais, il y en tout a ça. pas mal, je note des réponses au fur et à mesure, mais je pense que c'est une très bonne idée. Là, sur voilà, le quart d'heure qui nous reste, on va essayer de répondre en tout cas aux questions qui sont revenues plusieurs fois, mais effectivement, moi, je les reprendrai après un peu plus dans le détail et on vous proposera un compte rendu. Ouais. Alors, donc du coup, je vais reprendre comme ça. Donc, Hugues, alors, comment trouver… Alors, du coup, je vais vous laisser répondre et après, moi aussi, je vais apporter des éléments complémentaires. Hein. Alors, Hugues Chamois nous demande comment vos collaborateurs font pour trouver une vidéo, peut-être dans votre environnement, trouver un speech. Et après, je répondrai peut-être sur la partie comment on fait lorsqu'il y en a des centaines, voire des milliers. Après, des questions, Simon, ouais, je te laisse répondre. Donc, pour trouver des vidéos, donc, pour le moment, c'est beaucoup par rapport à des procédures. Comme on l'a dit aussi, on aura des tutos sur la sécurité. On peut aussi faire des tutos sur du logiciel, sur l'informatique, aussi sur la sécurité, j'ai déjà dit, l'informatique. Il y a vraiment plein de thèmes variés en fait pour faire un tuto. On n'est pas sans sujet en fait. Bon, on peut se faire aider aussi de moteurs de recherche, hein, et donc il suffit de taper un mot-clé globalement, et donc le système nous permet de dire ce mot que vous tapez, il est dans tel ou tel document, dans tel ou tel tuto, et donc ça permet d'aiguiller la personne quand on commence à en avoir beaucoup. D'accord. Okay. Oui, j'interviens. Il y a eu plusieurs questions sur les notices papier, en fait, sur voilà, la politique globale d'ArcelorMittal par rapport au papier, la vidéo. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, la vidéo puisse remplacer le papier? Ou en tout cas, comment vous voyez la complémentarité entre les deux? Bon, je vais essayer d'y répondre. Pour moi, aujourd'hui, c'est complémentaire. Hein, aujourd'hui, quand on fait un certain nombre de papiers, on a une certaine certification. Hein, 14001, 46000. Donc, on a un système d'assurance du papier. C'est qu'on met ça dans notre système d'assurance qualité. Et la force de l'assurance qualité, c'est que déjà, premièrement, on valide. Donc, il y a des gens qui se sentent responsables de valider des choses, donc il a été écrit correspond vraiment à la réalité et a du sens. Et puis un autre intérêt, c'est que le système, à minima tous les 3 ans, nous demande de relire, donc on tombe en anomalie, de relire et de ressortir ces documents et de les revoir à une période au maximum de 3 ans. Donc pour le moment, c'est complémentaire. Il est possible qu'à l'avenir, je dirais, la vidéo pourrait se substituer, mais je dirais aujourd'hui, on n'est pas encore là, globalement. Hein. S'il y a des exemples, que ce soit au niveau de l'Europe, au niveau du monde, au niveau d'Amal, d'avoir ces inputs pour savoir comment on peut faire le pas si le pas est nécessaire. Ok. Il y a eu aussi plusieurs questions, en fait, parce que là, on regarde les dernières, mais il y en a eu beaucoup posées avant. Peut-être faire un rappel simplement sur le matériel qui est nécessaire, parce que j'ai vu beaucoup de questions sur est-ce qu'on peut filmer avec un smartphone ou est-ce qu'il faut voilà, un matériel un peu évolué. Est-ce qu'après, on peut consulter sur tablette ou ordinateur? Je sais que vous l'avez déjà dit, mais si on peut rapidement rappeler les accessoires dont on a besoin, ça serait parfait. Oui. Alors, on peut créer un tuto depuis un smartphone, depuis une tablette, depuis son PC, donc avec la fonctionnalité Screencast. Donc, le screencast, je le rappelle, en fait, c'est le fait d'enregistrer son écran et après de éventuellement mettre des annotations quand on veut montrer certains points en particulier. Ouais, réaliser un tuto sur un outil logiciel, par exemple. Ok. On a aussi la possibilité de se fournir d'un speech case. Donc avec une GoPro qui est fournie par SpeechMe si nécessaire.
Il y a eu aussi pas mal de questions sur tout ce qui est confidentialité, sur le contenu, le droit à l'image, comment faire en sorte de sécuriser les données, notamment si on visionne des vidéos quand on est à l'étranger, etc. Voilà, vous en avez parlé aussi également, mais peut-être que vous pouvez revenir sur les notions de sécurité. Ouais. Donc, comme on l'a dit, c'est une plateforme qui est réservée à l'énergie. Donc, c'est moi qui donne les accès aux personnes. Donc, seulement les personnes du département énergie peuvent accéder à ces speeches. Ok, bah, effectivement, ça c'est vous avez la gestion de droit, l'administrateur il gère complètement les droits. Oui, en fait, j'ai vu au moins 5-6 questions sur les quiz. Sur les quiz, Est-ce qu'on peut avoir un quiz pour évaluer la compréhension? Est-ce que vous utilisez les quiz dans vos speeches et est-ce que vous les utilisez justement pour valider la compréhension du speech? Alors nous, on n'utilise pas les quiz dans nos speeches parce qu'on a pris la décision de dire qu'en fait, on communique et on ne forme pas les gens. Donc, à partir de ce moment-là, on a pris la décision de ne pas utiliser les quiz pour ne pas porter à confusion justement avec la communication et la formation. D'accord. Une étape après, on a encore un certain nombre d'idées, effectivement, avec les outils disponibles, se dire, c'est dans le principe de la formation, peut-être que ces tutos pourraient être des systèmes de validation de la formation du personnel au travers de quiz, et on a un système qui s'appelle le web tuteur, globalement pour la formation et des acquis des personnes et pour acquérir les compétences, et donc derrière on pourrait avoir ce lien là. Donc, on est aujourd'hui je vais raisonner ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, donc on a un certain nombre, je dirais, de besoins, que ce soit côté sécurité, mais aussi côté ressources humaines, pour justement la formation du personnel et utiliser probablement des choses de type vidéo. Et donc tout ça est en train, je dirais, d'être réfléchi et probablement on verra le jour dans les mois à venir, on ne va pas dire dans les semaines à venir, mais il y a un certain nombre d'engouements pour utiliser et faire en sorte que les technologies d'aujourd'hui soient utilisées, soient adaptées et correspondent aussi à la population qu'on a, je dirais, l'ère des gens d'aujourd'hui globalement. Oui, bien sûr, c'est normal. Pour compléter sur le quiz, donc nous effectivement il y a pas mal de clients qui l'utilisent. On peut mettre en place avec SpeechMe des quiz simples. On peut mettre en place aussi des quiz certifiants. Donc selon le type de contenu et votre cas d'usage, on sait apporter une réponse. En ce qui concerne, il y a une question autour de la traçabilité. Est-ce que, alors du coup, ça doit être vous, Simon, qui regardez qui a consulté la vidéo, peut-être le temps passé, comment vous gérez tout ça? Alors, on a une fonctionnalité qui est une fonctionnalité de statistique sur la plateforme, donc qui me permet de voir pour chaque speech les personnes qui ont consulté ce speech au mois, par semaine. Donc, vraiment, je peux avoir une traçabilité de chaque speech de la plateforme. D'accord, ok. On nous demande est-ce qu'on peut avoir la plateforme en test. Alors je réponds oui. À la fin de ce webinaire, on mettra un call to action où on vous enverra un lien pour faire une demande de démo spécifique sur mesure et in fine d'un test si vous le souhaitez. Alors combien de temps? Alors on nous demande aussi combien de temps pour être speechmaker, bon c'est pareil, c'est pas grave. Pour vous, combien de temps des personnes qui n'ont jamais créé de speech deviennent speechmaker? Combien de temps ça leur a pris? Je sais pas, Simon, vous leur avez donné une formation spécifique ou autre? Donc nous, on avait pris la décision de faire une formation de 2 heures. Et techniquement, à la fin de ces 2 heures de formation, tout le monde était susceptible de pouvoir créer un speech très simple ou voir un speech un peu plus poussé. D'accord, ok. J'ai vu aussi pas mal de questions sur le budget, le prix, le modèle économique. Forcément, c'est hyper important. Alors, on va pas pouvoir communiquer là le budget associé par ArcelorMittal à SpeechMe parce que c'est une information confidentielle. Ce que je peux dire quand même pour l'audience, c'est que le modèle économique de SpeechMe, il se base sur un nombre de créateurs et un nombre de lecteurs. Donc, lorsqu'on veut lancer un projet SpeechMe, il faut identifier sa population cible
en termes de créateurs et auprès de qui ça va s'adresser. Voilà. Il y a aussi une personne qui avait fait une remarque sur le fonctionnement en fait de la plateforme de tuto SpeechMe qui s'apparentait un petit peu à YouTube. Et effectivement, on a pas mal de nos clients qui utilisent SpeechMe comme un YouTube d'entreprise. Est-ce que c'est votre cas, ou en tout cas pour l'équipe voilà, comment vous prenez cette comparaison? Est-ce que c'est pas. Oui, un YouTube d'entreprise. Oui, on peut l'appeler comme ça. Tout à l'heure, j'ai cité effectivement YouTube parce que dans la vie courante, on peut être amené à regarder effectivement des vidéos. On se pose des questions. Il suffit de vouloir réparer quelque chose, un appareil chez soi, et puis on ne sait pas trop, on ne le fait pas tous les jours. Donc on se dit, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Et puis on peut se faire aider. Donc effectivement, on peut se dire que c'est vers ça que ça va aller. Est-ce que effectivement un SpeechMe entreprise aujourd'hui, tel que c'est parti, tel que c'est fait, tel que c'est, je dirais, hébergé, c'est comme si effectivement c'est purement dans notre YouTube, je dirais, entreprise globalement. Bon, aujourd'hui, ce que l'on fait, nous, on a lancé cette démarche-là. On voit qu'avec mon personnel, ça prend globalement, ça se développe. Il y a un certain nombre d'idées. Je ne vais pas dire tous les jours les gens en parlent, mais pratiquement. On a déjà communiqué, je dirais, au sein d'ArcelorMittal Amal, globalement. Et il y a un certain nombre de gens externes à mon département qui sont déjà venus nous consulter, nous demandent de voir quelques vidéos pour s'en inspirer. Effectivement, les questions que vous posez dans le webinaire, combien de temps ça prend, combien de temps on forme, est-ce que c'est compliqué, quels sont le personnel, on essaye de vulgariser, de répondre à ces questions, parce que c'est des questions de base qu'on se pose tous au départ. Ouais. Et finalement, je dirais, la plateforme telle qu'elle est définie avec SpeechMe, c'était une des premières questions que j'avais eues quand j'étais chez Air Liquide au colloque et que j'avais rencontré Najed, non, c'était pas Najed, c'était son mari. La question, c'est est-ce que c'est simple? Est-ce que ça va faire peur? Finalement, je pense que le résultat est là, c'est que ça ne fait pas forcément peur. Et quand je vois un certain nombre de personnes qui, pour moi, sont chez moi parfois un peu réservées, je les vois faire des tutos et se mettre même devant la caméra. Donc ça veut dire, et puis les montages derrière, on a peu à intervenir avec Simon et Ludovic Lopez qui est avec nous aussi. On a peu à intervenir, donc ça veut dire que globalement c'est assez simple. Et ce n'est pas simplement que des profils geeks, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui, qui réalisent des speeches. C'est effectivement pas le but. C'est que n'importe quelle personne qui a une expertise peut aller créer facilement un tuto et partager son savoir-faire. C'est ça l'enjeu. Peut-être pour continuer sur quelques questions, il y a eu, on nous demande pourquoi ne pas mettre ces vidéos sur votre LMS. Et il y a eu des questions autour de est-ce que les speeches sont intégrables dans un environnement tiers. Alors un LMS, voilà, Marianne est en train d'écrire, c'est un Learning Management System. Donc là, je vais répondre et je vous pose quand même aussi la question, est-ce que vous, les speeches, vous les avez intégrés sur une plateforme tierce ou les speeches sont lus directement sur la plateforme SpeechMe? Donc oui, on a intégré les speeches sur notre SharePoint. Donc ils sont consultables. On peut accéder à nos speeches depuis notre plateforme SharePoint interne. D'accord, ok. Bon, ça c'est une bonne réponse. Et effectivement, pour aller plus loin, c'est tout l'enjeu du speech. C'est soit dans un projet, un client, il communique sur la plateforme SpeechMe s'il veut orienter ses utilisateurs vers cela, ou soit il va l'intégrer dans un LMS. On a vu une GED, un réseau social d'entreprise. L'idée, c'est de se dire, on a une capsule de savoir-faire qui s'appelle le speech, et cette capsule, elle doit être disponible partout, à tout moment, pour que le collaborateur, en situation de travail, sur des environnements qu'il connaît, puisse consommer le contenu. Alors, on nous redemande comment savez-vous, on va compléter, mais comment savez-vous combien de personnes ont vu un speech? Juste une petite aparté, en fait, je voulais vous dire sur l'administration de la plateforme. Je suis en co-administration avec Ludovic Lopez. Je ne sais pas si j'avais fait la remarque tout à l'heure, mais ouais. Vous êtes deux administrateurs. Non, mais c'est une super bonne remarque, comme ça permet de se dire, c'est pas forcément qu'une personne qui porte le projet, plusieurs personnes. Et donc, sur savoir combien de participants ont vu un speech,
c'est dans l'outil de statistique, donc je peux avoir l'histogramme de qui a vu un speech et quand. D'accord. On nous demande encore une fois sur la validation des speeches. Alors, est-ce qu'il y a un comité de validation, peut-être? Comment ça fonctionne, ça, chez vous? Alors aujourd'hui, effectivement, il y a déjà une émission de l'IT, globalement. Donc ça, c'est évoqué avec les managers, je dirais, de ces équipes. Donc en disant, voilà, une personne a une idée, j'ai envie de faire un speech. Est-ce que j'ai envie de le faire? Oui, bien évidemment. Mais est-ce que toi, en tant que mon responsable, tu penses que c'est une bonne idée? Donc, est-ce que tu es d'accord globalement? Et donc, déjà, il y a ce premier contact qui est de dire, voilà, j'ai envie de faire ça, je pose la question, et donc il y a un challenge entre les personnes, en disant, oui, ça a du sens, non, ça n'a pas de sens. Tout simplement parce qu'on n'est pas parti à faire une usine avec plein de speeches, il faut que ça apporte quelque chose derrière. Donc, il y a cette notion de première validation. Ensuite, quand on a passé cette étape-là, ben, on y va, on le fait. Et donc, après, le montage, le speech est fait, et donc, il y a Simon et Ludovic Lopez qui l'observent, qui le lisent avec le manager, qui le lisent avec les personnes qui l'ont fait, et donc peuvent être amenés à dire bah, c'est trop long, il faudrait simplifier. Là, on n'a pas mis l'accent sur ce point-là. Là, on pourrait utiliser un outil que tu ne connaissais pas dans l'outil, on pourrait mettre, je sais pas, du texte, etc. On peut remplacer pour être encore plus pertinent. Et à partir de ce moment-là, quand c'est validé, ben, moi, ça m'arrive chez moi, j'en ai encore reçu avant-hier, en disant, vous avez un speech à valider ou à regarder, et effectivement, quand je le lis, ben, après, je vais discuter avec les gens, je le valide. Alors, on n'a pas mis en place encore un comité spécifique là-dessus, d'une part parce que le volume aujourd'hui n'est pas encore trop énorme, mais c'est une question qu'on se pose dans mes comités de pilotage avec des comités à thème. D'accord. Ok, on va prendre encore 2 questions pour respecter le timing. Alors, comment vous gérez un peu soit l'obsolescence des connaissances, l'obsolescence des speeches qui ne seraient plus d'actualité? Oui, alors justement, pour pallier à ça, on a la possibilité de versionner nos speeches. Donc, c'est une fonctionnalité à activer sur la plateforme. Et justement, en cas de changement sur une procédure, on peut retourner la partie spécifique du speech pour toujours être à jour sur la procédure, que ce soit à l'écrit ou sur la vidéo. D'accord, ok. Donc, oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la possibilité de versionner les différents speeches et de mettre à jour, au même titre que dès qu'il y a une procédure qui arrive, qui se met à jour. Allez, toute dernière question. Allez, la dernière question sur peut-être est-ce qu'il y a une charte qui existe? Est-ce qu'il y a une charte associée à l'usage de SpeechMe en interne ou peut-être à l'usage de ce type d'outil numérique chez vous? Il y a effectivement, on va dire, il n'y a pas de charte spécifique qu'on a écrit, mais ceci étant, il y a quand même dans notre société des chartes graphiques à respecter. Donc, on ne peut pas, je vais prendre tout simplement le logo que vous avez derrière moi, globalement, celui-là, on ne peut pas le modifier ni rien. Ouais, il y a des chartes de police, il y a des chartes de caractère, il y a des chartes de couleurs, de graphisme, etc. Donc, ça, de toute façon, on doit le suivre. Et c'est effectivement la charte que chaque salarié, je dirais, doit connaître. Et donc, on s'assure aussi avec notre service communication, on met aussi dans la validation soit faite au niveau de notre service communication AMAL, voire de notre CEO, pour diffuser un certain nombre de choses. Ok. Donc, on ne peut pas faire des choses, c'est quand même cadré en termes de choses. Bon, reste après la notion de dire qu'est-ce que je mets à l'intérieur. Ça, aujourd'hui, on n'a pas d'imposition. D'accord. Ça n'est pas encore à ce niveau-là, à mon avis. C'est vrai que de toute façon, il y a une charte graphique qui est définie par l'entreprise et un respect des usages numériques qui se fait spontanément. Et de toute façon, à travers le workflow de validation, voilà, on s'assure qu'il n'y ait pas de dérapage sur la forme. Voilà, on va tous vous remercier. Alors, on a essayé de répondre à un maximum de questions. On a eu beaucoup. On a un call to action qui est en train d'être envoyé. Voilà, il en est envoyé par Marianne. Vous allez pouvoir chacun faire des demandes de démos spécifiques. Donc, on va proposer des temps
de démos individuelles à ceux qui le souhaitent. Et ceux qui le souhaitent, pour aller encore plus loin, on proposera de réaliser aussi un test. Vous pourrez essayer de créer vos premiers speeches vous-même. Voilà, et puis le compte-rendu qui arrivera. Oui, qui arrivera la semaine prochaine, et vous allez également recevoir le replay de la vidéo dans la journée. Voilà, donc il est temps de nous quitter, il est 11h01. Voilà, merci à tous d'avoir été nombreux à suivre ce webinaire et pour toutes vos questions. Et puis, bien sûr, merci à Thierry Poirier et à Simon Clairvaux d'ArcelorMittal pour ce retour d'expérience qui a suscité beaucoup d'intérêt. Merci à tous. Allez, à bientôt. Merci. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.